À 13h. Ah oui, dans 30 minutes. Ah bah si, bon, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Je voulais voir un bout de thèse, mais qui est toujours pas démarré. Station Empalé. Est-ce qu'ils m'entendent dans le Zoom? Ah, c'est bon? Magnifique. Sous la forme de 17 objectifs de développement durable, parmi lesquels il va s'agir d'éliminer la malnutrition, lutter contre les inégalités ou encore lutter contre les changements climatiques. Par contre, malgré de nombreux discours, les actes sont encore insuffisants, comme en témoigne le recul de la biodiversité et l'augmentation à la fois des inégalités et des émissions de gaz à effet de serre. Selon Baptiste Morisot, philosophe de l'environnement, les sociétés expérimentent actuellement une crise de la sensibilité à l'égard de la nature à travers leur mode de production et leur mode de vie. Cette crise, les humains actuellement sont déconnectés de la nature. Ils sont, Ils sont déconnectés de la nature et considèrent la nature à la fois comme un décor ou comme un objet ou comme des ressources à leur service. Dans ce paradigme, les humains sont déconnectés de la nature. Un des exemples de ces déconnexions, c'est l'agriculture industrielle, où depuis les années 60, les pratiques agricoles ont remplacé les processus écologiques par des intrants de synthèse, donc des engrais et des pesticides, et afin de produire toujours plus, quelles que soient les conditions environnementales. C'est ce que vous pouvez voir, sur cette photo, où des légumes sont cultivés sur plus de 30 000 hectares dans le désert d'Almeria en Espagne. Ces déconnexions sont également soutenues par les politiques et par le secteur privé afin de faire rentrer la production alimentaire dans une économie fructueuse. Mais à quel prix? L'agriculture est liée à cette crise environnementale, cette crise de la sensibilité de trois manières. Tout d'abord, l'agriculture y contribue en émettant environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Elle monopolise également un peu moins des 3/4 de l'eau douce. Et cela crée actuellement des tensions, voire même des violentes émeutes, comme en témoignent les événements récents à Sainte-Soline. L'agriculture dégrade et simplifie également les paysages et participe à l'effondrement de la biodiversité à la fois sauvage et cultivée. L'agriculture, mais surtout les femmes et les hommes qui en vivent, subissent également les conséquences.
Tout d'abord, leur production et leurs revenus sont de plus en plus variables dans le temps et leur profession peut être dénigrée. C'est ce qu'on va appeler l'agribashing. Tout cela va être source de stress et d'angoisse pour les agriculteurs et cela met sous pression un système où, en France, l'année dernière, un agriculteur a 40% plus de risque de mourir par suicide que l'ensemble des autres professions. Ainsi, l'agriculture doit réinventer des pratiques. Elle doit d'abord réduire sa consommation d'énergie et d'intrants de synthèse. Elle doit également nourrir une population qui ne cesse d'augmenter et la nourrir mieux, d'un point de vue à la fois nutritif et gustatif. Et elle doit également s'adapter aux changements sociaux, environnementaux, tout en assurant la qualité de vie des agriculteurs. Parmi les solutions, réconcilier l'écologie et l'agriculture est une solution prometteuse. Il s'agit de l'agroécologie. L'agroécologie a pour but d'utiliser les processus écologiques à des fins de production agricole, tout en utilisant le moins de ressources qui seraient non renouvelables, comme les intrants de synthèse. Cela nécessite notamment l'adaptation des cultures à l'environnement, mais également aux usages et aux pratiques locales. L'agroécologie intègre les relations et les rétroactions entre les environnements et les sociétés. Elle se base sur une approche interdisciplinaire à l'interface entre les sciences de l'environnement et les sciences humaines et sociales. Et elle intègre également la multiplicité des échelles en travaillant à la fois du champ jusqu'à l'ensemble du système alimentaire. L'agroécologie admet qu'il n'y a pas de solution unique qui serait transférable partout et repose sur une approche bottom-up en questionnant directement les pratiques et les savoirs des agriculteurs. Voilà. Un des piliers de l'agroécologie consiste à mobiliser l'agrobiodiversité. L'agrobiodiversité peut se définir comme la diversité des organismes vivants, sauvages et domestiqués comme les plantes, les champignons, les micro-organismes, mais également les savoirs et les pratiques associées qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le fonctionnement des agroécosystèmes. L'agrobiodiversité peut se caractériser à la fois d'un point de vue génétique, d'un point de vue du taxon et d'un point de vue fonctionnel via l'analyse des traits fonctionnels qui désignent la variabilité d'un point de vue physionomique, morphologique ou phénologique. L'agrobiodiversité peut être choisie directement par les agriculteurs ou elle peut être spontanément associée au sein des systèmes agricoles. La gestion de l'agrobiodiversité peut différer à la fois dans l'espace, dans le temps, mais également entre les sociétés et à l'intérieur d'une même société, entre par exemple des gens de genres différents ou d'âges différents. De nombreuses... Personne m'entend? Ah. Scott, il a dit que c'était bon, hein, je continue. De nombreuses études ont montré que valoriser l'agrobiodiversité pourrait permettre d'atteindre plusieurs objectifs de développement durable, ce sont les petits pictogrammes que vous pouvez voir ici, et notamment produire une nourriture plus riche, saine et diversifiée qui respecte les valeurs et les pratiques locales, qui contribue aux moyens de subsistance des agriculteurs, tout en pouvant conserver la biodiversité à la fois sauvage et cultivée, mais également de fournir un levier d'adaptation face au changement climatique. Par contre, ce qu'on ne sait pas, ce qui est moins connu, ce sont les liens entre l'agrobiodiversité et la résilience. La résilience socio-écologique au sens de Folk peut se définir comme la capacité des personnes, des communautés, des sociétés à vivre et à se développer avec le changement, qu'il soit progressif ou brutal, attendu ou surprenant. Les changements climatiques posent clairement un problème de résilier puisqu'on s'attend à ce que les événements climatiques extrêmes soient à la fois plus intenses et plus fréquents, mais qu'ils puissent également se produire dans de nouveaux endroits et à de nouvelles périodes dans l'année. En écologie, depuis une vingtaine d'années, un consensus se dégage sur le fait que la diversité a souvent un rôle stabilisateur sur le fonctionnement des écosystèmes naturels, y compris lorsque le climat est de plus en plus instable. C'est ce que vous pouvez voir ici avec le fameux résultat de David Tillman sur des prairies naturelles. Cependant, ces liens entre la diversité et la stabilité sont beaucoup moins connus dans les agroécosystèmes, même si de nombreuses études en ethnoécologie suggèrent que ce mécanisme est utilisé par certaines sociétés pour répartir les risques de production d'une année sur l'autre. Si on veut mobiliser l'agrobiodiversité, il est nécessaire de comprendre comment est-ce que les agriculteurs réalisent ces choix, notamment d'espèces ou de variétés. Analyser ces choix revient à documenter la manière dont les agriculteurs vont évaluer quels sont leurs rapports à la nature. Et un travail a été entrepris depuis une dizaine d'années par l'IPBES, la plateforme internationale
pour la biodiversité et les services écosystémiques afin de documenter l'ensemble des rapports à la nature du point de vue des individus. L'IBES va distinguer 3 types de valeurs. Tout d'abord, les valeurs instrumentales, c'est-à-dire que la nature serait importante pour les sociétés car elle leur est utile, donc pour répondre à leurs besoins. Les valeurs intrinsèques, donc la nature est importante pour elle-même, quel que soit le besoin des sociétés. Et les valeurs relationnelles, donc la nature serait importante pour les relations que les sociétés entretiennent avec la nature. Donc, ces liens sont spécifiques et seraient non substituables, comme par exemple un sentiment d'appartenance qui peut s'exprimer à la fois à l'échelle individuelle et collective. D'après l'UBS, la crise environnementale que nous rencontrons est en partie due parce qu'on évalue, on donne beaucoup trop de valeur instrumentale à la nature et une valeur marchande à la nature. Dans ce contexte, ma thèse vise à comprendre comment et pourquoi est-ce que les agriculteurs changent la biodiversité dans le temps et l'espace, et qu'est-ce que cela implique pour la résilience de ces systèmes dans un contexte de crise environnementale. J'ai fait le choix de travailler sur la vigne, sur les systèmes viticoles, car c'est la 3e plante la plus rentable dans le monde. J'ai choisi de travailler sur la France, car il s'agit du 3e pays en termes de superficie, et parce qu'en France, une exploitation sur 5 possède une activité viticole. Plus globalement, la vigne a plus de 11 000 ans d'histoire avec les sociétés, et il s'agit d'une plante pérenne qui est cultivée sur tous les climats et sur les 6 continents. Cependant, la diversité de la vigne en France est globalement sous-exploitée. Sur les 1100 cépages qui sont utilisés dans le monde pour la production de vin, environ 300 sont cultivés en France. Sur ces 300 cépages, 12 cépages représentent environ 80% des surfaces. Le fait que cette diversité soit sous-exploitée peut être limité à 2 échelles spatiales via des listes de cépages qui sont cultivables. Tout d'abord, un catalogue national qui restreint les cépages à l'échelle de la France, et au niveau des indications géographiques, donc qui sont des labels qui visent à des labels de provenance de provenance du vin et qui témoignent d'un certain niveau de qualité du vin, et cela via la notion de terroir, qui repose sur des interactions entre les conditions environnementales, l'agrobiodiversité, donc par exemple le cépagement, et les contextes culturels et politiques à travers les pratiques vitivinicoles. Sans rentrer dans le détail, il y a ce qu'on peut distinguer les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les AOP sont beaucoup plus restrictives en termes d'encépagement que les IGP, notamment parce qu'ils vont induire des seuils de surface pour chaque cépage qui serait cultivable, et également des seuils de rendement maximal. Le choix des cépages est actuellement au cœur de la transition agroécologique des systèmes viticoles. Tout d'abord parce que la vigne est la 3e espèce consommatrice de pesticides en France, notamment de fongicides, afin de lutter contre le mildiou et l'oïdium, qui peuvent induire des baisses de rendement et également modifier les arômes des vins. Cela va entraîner des conséquences à la fois sur la santé humaine et la santé environnementale, et cela peut même créer des tensions dans les campagnes entre les riverains et entre les agriculteurs, tout simplement parce que entre 30 et 50% des parcelles de vignes sont situées à moins de 150 mètres des habitations. Parmi les solutions, cultiver des cépages résistants au mildiou et à l'oïdium serait un avantage, puisqu'ils permettent de réduire de 90% le nombre de traitements. Les changements climatiques impactent quant à eux à la fois la phénologie et la qualité des raisins, mais peuvent également induire des baisses de rendement et changer les profils des vins. Sur le long terme, les impacts des changements climatiques risquent d'induire la disparition de certaines régions viticoles, mais également la création de nouvelles régions viticoles comme la Bretagne ou l'Angleterre. Parmi les solutions, adopter des nouveaux cépages qui seraient plus adaptés à des conditions plus chaudes est à l'étude. J'ai réalisé mon terrain dans le vignoble de Gaillac, un vignoble situé à une 50aine de kilomètres de Toulouse, le petit point noir là sur la carte. J'ai choisi le vignoble de Gaillac car c'est l'un des vignobles les plus diversifiés de France, où il y a plus de 60 cépages qui sont cultivés, dont un peu plus de la moitié seulement sont contraints par les indications géographiques. À Gaillac, il n'y a pas de cépages qui vont dominer le paysage, et l'ensemble des surfaces sont équitablement réparties entre 7 cépages principaux. Cette diversité s'exprime également d'un point de vue phénologique où, respectivement entre le débourrement et la maturité, donc date
des vendanges. Il peut y avoir de 16 jours jusqu'à 32 jours entre le cépage qui va être le plus précoce et le plus tardif. Plus globalement, le vignoble de Gaillac a plus de 2000 ans d'histoire et il y a environ 6500 hectares de vignes qui sont cultivés, dont 17% sont certifiés en agriculture biologique. Il y a environ 350 vignerons dans le vignoble, qui cultivent en moyenne 8 plus ou moins 4 cépages. Sur ces 350, environ la moitié sont des vignerons coopérateurs, donc c'est-à-dire ils vont simplement produire le raisin, puis vendre le raisin soit à un négociant, soit à l'une des 2 caves coopératives de Gaillac, et l'autre moitié des vignerons indépendants qui, eux, vont produire le raisin, vinifier les vins et vendre directement les vins. Ma thèse est structurée autour de 3 grandes questions que je vais vous détailler juste après, et elle s'articule autour de 3 chapitres et de 3 annexes. Les 3 chapitres constituent des articles scientifiques qui ont été soit publiés, soit soumis, soit qui sont encore en préparation. Et les 3 annexes constituent des activités qui ont été réalisées pendant la thèse, mais dont le travail n'a pas pu être suffisamment poussé pour pouvoir en faire des chapitres. Tout d'abord, la diversité va s'ancrer vraiment au cœur de ma thèse. Pendant ma thèse, j'ai cherché à comprendre comment évoluer l'encépagement à la fois dans le temps et dans l'espace. Ensuite, j'ai cherché à comprendre quels étaient les facteurs qui vont sous-tendre ces changements. Et pour cela, j'ai analysé les interactions et les rétroactions entre la diversité des cépages, leur choix par les vignerons, mais également les relations et les rétroactions avec les facteurs climatiques, comme leur perception des changements climatiques, également les contextes institutionnels à travers les listes de cépages cultivables et les contextes sociaux à travers la circulation des connaissances. Tout cela, je l'ai fait à différentes échelles spatiales et temporelles. Et enfin, j'ai cherché à comprendre quelles étaient les relations entre la diversité des cépages et la stabilité interannuelle du rendement viticole. Je m'inscris en ethnoécologie, donc c'est une discipline à l'interface entre les sciences de l'environnement et les sciences humaines et sociales. J'ai réalisé une approche mixte qualitative et quantitative afin de soulever de nouvelles questions de recherche et pour analyser les résultats de l'une méthode à la lumière de l'autre méthode. Notamment, dans le cadre de ma thèse, j'ai utilisé une approche ethnographique et une immersion sur le terrain. J'ai réalisé des entretiens à la fois formels et informels et des questionnaires. J'ai mobilisé des documents d'archives des appellations. J'ai analysé des bases de données historiques de production et d'encépagement que j'ai complétées par des mesures agronomiques sur le terrain. J'ai également réalisé des modélisations statistiques et j'ai mobilisé l'analyse des réseaux sociaux. Pendant ma thèse, j'ai également hybridé les échelles à la fois spatiales, puisque j'ai travaillé de la parcelle jusqu'à plusieurs régions viticoles, et plusieurs échelles temporelles, en analysant, en m'inscrivant dans les 60 dernières années et dans les 30 prochaines années. Pour cette présentation, j'ai fait le choix de vous présenter les résultats du choix des cépages, donc globalement le chapitre 2, et également les résultats exploratoires sur les relations entre la diversité des cépages et la stabilité des rendements dans le temps. Je vais donc commencer par vous présenter les motivations qui vont sous-tendre le choix des cépages. Pour documenter ces motivations, j'ai réalisé des entretiens semi-directifs avec 35 vignerons. Les vignerons ont été sélectionnés en fonction de leur encépagement, donc à savoir est-ce qu'ils cultivaient des cépages dominants, donc des cépages qui vont être cultivés par tous, et des cépages rares, donc des cépages qui vont être cultivés par peu de personnes. J'ai discuté avec des vignerons qui pratiquent une agriculture conventionnelle, biologique et biodynamique. Et j'ai discuté avec des personnes qui ont hérité de l'exploitation et avec des néo-vignerons, donc des personnes qui ne sont pas d'origine gaillacoise et ou qui n'ont pas d'origine viticole. Donc, leurs parents n'étaient pas des vignerons. Pour chaque cépage qu'ils cultivaient, je leur ai simplement demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient ce cépage spécifiquement, sans les influencer et sans orienter les questions. C'est-à-dire que je leur ai pas demandé à quel moment est-ce qu'ils cultivaient ce cépage-là pour une question de phénologie, par exemple. J'ai obtenu des motivations pour 50 cépages qui sont représentatifs du vignoble, à la fois en termes de dominance et en termes de rareté. J'ai trouvé un grand nombre d'expressions de motivation, 962. Ces motivations ont été regroupées dans 5 catégories qui ont été équitablement citées, équitablement réparties entre ces 5 catégories, à l'exception des facteurs externes. Les facteurs externes à la prise de décision individuelle au domaine, et cela concerne les restrictions des indications géographiques ou alors l'influence des autres acteurs vitivinicoles.
Le domaine viticulture concerne tout ce qui est lié à la vigne, le domaine œnologie, tout ce qui est lié au vin, économique à la vente, et sensible, tout ce qui relève de l'affect. Ces motivations ont également été regroupées en 78 sous-catégories qui ont été regroupées dans un gros arbre. Alors, vous ne pouvez pas le voir, et d'ailleurs moi non plus, mais j'ai choisi de réaliser des zooms. J'ai choisi de réaliser des zooms sur certaines catégories de motivation et je vais vous les présenter. La motivation la plus importante, parmi toutes les motivations, mais spécifiquement aussi pour la dimension sensible, était l'attachement au lieu, ce qui peut se définir comme un lien émotionnel entre des individus et un lieu spécifique. Cela concernait majoritairement les cépages locaux, donc définis ici comme des cépages qui sont cultivés depuis plus de 5 siècles dans la localité, comme notamment le Duras, qui est cultivé depuis au moins le 15e siècle à Gaillac. Ces motivations ont également été importantes pour les néo-vignerons, donc les personnes qui ne sont ni d'origine gaillacoise et ou d'origine viticole. Ensuite, je me suis rendu compte que le choix des cépages pouvait également favoriser la cohésion sociale entre les personnes du vignoble. Tout d'abord, entre les générations et également au sein d'une même génération. Comme le souligne ce vigneron, il a cultivé un certain cépage afin de se rappeler du travail qui a été réalisé par les anciens pendant des décennies à travers la taille ou les vendanges. Les entretiens ont également montré que cultiver un encépagement similaire était également un moyen de se créer une identité commune par l'encépagement à l'échelle du vignoble. Les entretiens ont également montré que le choix du cépage peut également être fait afin de conserver, de sauvegarder la biodiversité à la fois sauvage, en adoptant par exemple des cépages qui sont résistants aux maladies mildiou ou idiome, mais également la biodiversité cultivée en cultivant des cépages rares, comme le note Sylvie, qui disait qu'il y avait ce cépage parce qu'il n'y en a que 5 hectares dans le monde et que pour lui, c'était une véritable fierté. La dimension économique est bien sûr très importante lorsqu'on va parler de cépage et on a réorganisé ces motivations autour de 2 grandes catégories. Tout d'abord, un cépage peut être cultivé parce que c'est un cépage améliorateur. Donc c'est un cépage qui va être connu, il va améliorer entre guillemets la qualité des vins. Et c'est un cépage comme le Merlot, la Syrah ou le Chardonnay, qui sont connus de tous, notamment à l'international, et qui permettent de développer du coup un marché à l'export. Un cépage peut également être choisi pour la popularité d'un type de vin qu'il va produire, comme par exemple à Gaillac avec le Gamay, qui est presque exclusivement cultivé par les vignerons indépendants pour produire du Gaillac primaire. La dimension économique a été un facteur très important pour s'adapter dans les changements de cépage au cours des 50 dernières années, afin de s'adapter au marché des vins, qui a basculé d'une consommation quotidienne de vin de table à une consommation de vin plus occasionnelle et, entre guillemets, de meilleure qualité. Bien sûr, également, quand on parle de cépage, on va parler un petit peu de vin et également de leurs propriétés organoleptiques, comme les arômes, les tanins, leur couleur ou leur potentiel alcoologène. Mais également, un cépage peut être choisi en fonction de son aptitude à être vinifié d'une façon, d'apporter vraiment quelque chose dans les assemblages, notamment comme la Syrah. Mais également, un cépage peut être qualifié, en tout cas Gaillac, de cépage caméléon. Donc ça veut dire que c'est un cépage qui peut être utilisé pour réaliser différents types de vins, comme des vins mousseux, des vins blancs, enfin des vins secs ou des vins moelleux. Ces motivations peuvent être choisies selon le goût du consommateur, donc plutôt dans une optique de marché, ou selon le goût du vigneron. Comme le souligne ce vigneron, les gens n'aiment pas le goût de ce cépage, mais moi j'aime bien, donc j'en ai planté et c'est mon plaisir personnel. Les entretiens ont également montré que le choix du site de plantation était très important, et notamment le climat à l'échelle de la parcelle. Cette thématique a été approfondie dans le cadre de la thèse en collaboration avec Florent Mouillot, qui est chercheur en écologie ECEF et à l'IRD. Au début de la thèse, on a installé un réseau d'une trentaine de stations météo aux 4 coins du vignoble en fonction de la topographie, de l'altitude, des pentes, etc. Où l'objectif a été de caractériser la variabilité spatiale des températures, et cela a été fait sur les 30 dernières années. Grâce à ce modèle topoclimatique de variabilité des températures, on a pu produire des cartes d'occurrence des dates de vendange. Comme vous pouvez le voir sur cette carte qui est à l'échelle de 25 mètres de résolution et qui concerne le cépage Gamay pour l'année dernière, où le modèle prédit des dates de récolte pour le vendange qui s'étale sur une semaine entre la plaine dans les coteaux, entre la plaine et à la fin de la semaine, le 28 août, dans les coteaux. Enfin, on s'est rendu compte qu'un cépage peut bien sûr être cultivé pour le côté productif du cépage parce qu'il a un rendement élevé,
ou également parce que le cépage serait résistant aux maladies et ou aux ravageurs. Mais les entretiens ont surtout montré que les vignerons avaient à cœur l'expérimentation, donc le fait d'introduire, le fait de cultiver un nouveau cépage qui n'est pas cultivé à l'échelle de la seule exploitation, soit à l'échelle du vignoble, tout simplement pour étudier son comportement dans un contexte pédoclimatique local. Cette motivation participe fortement à augmenter la diversité à l'échelle du vignoble, Enfin, de manière assez surprenante, on s'est rendu compte que les régulations variétales avaient assez peu de poids et ont concerné notamment le fer et le duras, qui sont les deux cépages les plus cultivés à la fois en termes de surface et en termes de nombre, de pourcentage d'agriculteurs de vignerons qui les cultivent. À dire d'acteurs, ces régulations sont une contrainte librement choisie, tout simplement parce qu'on choisit de faire de l'AOP ou de l'IGP, mais ces contraintes sont parfois jugées trop rigides, parce que le cépage, en étant obligatoire pour pouvoir obtenir le label, peut être inadapté à la fois aux débouchés commerciaux ou aux pratiques culturales des vignerons. Enfin, on s'est rendu compte que le choix des cépages n'était pas seulement individuel, mais était également un processus social dans lequel les vignerons vont demander des avis ou des conseils lorsqu'ils vont choisir un cépage. Cette thématique a également été approfondie dans la thèse, notamment via un stagiaire de césure M1, M2, Antoine Rignot, qui est un étudiant en anthropologie de l'Université Paris-Nanterre et qui a réalisé des enquêtes sur le terrain et qui a donné lieu à ce genre de graphique. Il s'agit d'un réseau de circulation de connaissances. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails, mais tous les nœuds, tous les ronds qui sont autour concernent des acteurs non vignerons, donc comme des instituts de recherche, des techniciens de caves coopératives, etc. Et tous les nœuds qui sont au centre concernent des vignerons. Les flèches noires concernent un événement d'échange de connaissances entre un vigneron et un autre vigneron, donc des échanges entre pairs, et les liens en pointillés et en gris, je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir, mais un événement du coup entre un vigneron et un non-vigneron. Parmi les résultats phares, les entretiens ont montré que les techniciens de caves coopératives sont centraux pour les vignerons coopérateurs. Les entretiens qualitatifs ont montré que les coopérateurs vont demander aux techniciens avant de planter le cépage afin de savoir si le cépage qu'ils pensaient planter va rentrer dans la stratégie commerciale de la cave coopérative. On s'est rendu compte également que les échanges entre pairs, mais là vraiment pour l'ensemble des vignerons, donc à la fois les vignerons coopérateurs et les vignerons indépendants, étaient centraux pour l'acquisition de nouveaux cépages parce que cela permet de bénéficier de l'expérience des autres personnes. Par exemple, avant de planter du chardonnay, je vais essayer d'aller voir quelqu'un pas très loin de chez moi qui a déjà du chardonnay afin de voir comment se comporte ce chardonnay dans cette parcelle qui est assez proche de la mienne. À travers le discours des vignerons, on s'est rendu compte que les vignerons avaient différents rapports à la nature pour un même cépage ou séparément pour l'ensemble de leur encépagement. Il peut s'agir de valeurs instrumentales pour faire du vin. Donc, par exemple, j'ai du brocol pour faire des vins atypiques et uniques sur le marché du vin, mais également des valeurs intrinsèques, donc liées à la plante. Par exemple, je ne veux pas les euthanasier, les pauvres, elles ont vécu 60 vendanges et elles ont le droit de vivre, mais également des valeurs relationnelles à l'échelle individuelle par la motivation d'attachement au lieu, où un vigneron va dire j'ai du brocol, car c'est un cépage traditionnel, historique, patrimonial, c'est l'identité du vignoble et on se doit d'en avoir. Donc il y a aussi derrière ce discours la notion de responsabilité, c'est notre responsabilité de cultiver ces cépages et de les faire perdurer. Mais également des valeurs relationnelles collectives, afin de créer une unité et une cohésion sociale à l'échelle du vignoble. Donc, par exemple, j'en ai du brocol, aussi pour favoriser l'unité du vignoble, une entité qui serait commune avec les autres vignerons. Enfin, on s'est rendu compte que les changements climatiques étaient peu considérés dans les choix futurs de cépages, qui sont subordonnés pour l'instant à des questions de commercialisation et de préservation des cépages locaux. Les entretiens ont montré que les changements climatiques induisent à la fois des impacts négatifs et des impacts négatifs, notamment sur les cépages, parce que certains cépages se comportent mieux, donc par exemple les cépages de mi-saison ou les cépages tardifs arrivent à maturité et ont un meilleur état sanitaire à la vendange, et à l'inverse, d'autres cépages sont en difficulté, notamment pour des raisons climatiques et économiques, mais seulement pour des raisons climatiques, comme le gamay, qui est un cépage très précoce, et seulement selon les endroits. Et enfin, ces cépages, le gamay, en l'occurrence, a également des difficultés commerciales sur le gaillac primaire. Les entretiens ont donc montré que cette diversité
la diversité de l'encépagement pourrait réduire la nécessité de devoir changer de cépage, étant donné que certains cépages se comportent mieux et que d'autres cépages sont en difficulté. Mais l'idée, c'est que du coup, ces impacts se moyennent à l'échelle de l'exploitation et la diversité des cépages est donc utilisée comme une assurance naturelle afin de pallier le risque de mauvaise récolte ou quand un cépage peut échouer, un autre cépage peut compenser. Cette hypothèse, qui est étudiée depuis plus d'une vingtaine d'années en écologie, a été très peu appliquée à l'étude des systèmes agricoles. Dans le cadre de ma thèse, j'ai testé cette hypothèse sur 3 régions viticoles qui sont proches géographiquement. Tout d'abord, dans le vignoble de Cahors, en vert sur cette carte, dont l'encépagement est dominé par le Malbec, à environ 80% de l'encépagement. À l'inverse, le vignoble de Gaillac, en violet sur cette carte, dont l'encépagement est équitable entre les 7 cépages principaux. Et le vignoble de Fronton, qui est un vignoble à l'encépagement intermédiaire entre les 2 régions viticoles précédentes. Entre 2015 et 2020, les rendements, donc calculés ici en hectolitres par hectare à l'échelle de la parcelle, ont fortement fluctué dans le temps, pouvant passer de 60 hectolitres en moyenne à jusqu'à presque 20 hectolitres 2 ans plus tard. Les données ont été obtenues via la base de données des adhérents de Vinovali, une cave coopérative viticole qui a une activité sur les 3 vignobles. On a pu avoir des données pour environ 220 vignerons coopérateurs et cette base de données comportait du coup à la fois des données de production et des données d'encépagement, donc quels sont les cépages et sur quelle surface. On a donc regardé les relations entre cette diversité et la stabilité dans le temps sur une période de 6 ans, de 2015 à 2020, du rendement viticole. La stabilité qui est calculée en divisant le rendement moyen par sa variabilité sur cette même période de temps. On a pu avoir des données pour 53 cépages. On a également fait l'hypothèse que la diversité ne pouvait pas expliquer n'était pas le seul facteur expliquant la stabilité des rendements. On a pris en compte la stabilité interannuelle des précipitations, la stabilité annuelle des précipitations sur cette même période de temps, mais également la superficie, la mixité interannuelle de la production. Donc ça va être le fait de faire de l'AOC une année et de l'IGP une autre année, avec des seuils de rendement qui peuvent varier du simple au double. Et on a fait l'hypothèse que la stabilité des rendements pouvait varier de façon aléatoire en fonction des exploitations viticoles, tout simplement pour des pratiques qu'on n'a pas pu documenter à cette échelle spatiale via cette base de données. Les résultats ont montré que la diversité des cépages et la stabilité interannuelle des précipitations ont un effet sur la stabilité des rendements dans le temps. C'est ce que vous pouvez voir ici dans le carré rouge, et il convient de noter que la diversité a l'effet le plus fort. Et vous pouvez le voir parce que c'est la barre qui est la plus longue. Quand je regarde, quand je regarde ces analyses sur les composantes de la stabilité, donc le rendement moyen au milieu et la variabilité interannuelle du rendement à droite, on peut voir que l'effet stabilisateur de la diversité est dû à la fois à une augmentation du rendement moyen et à une diminution de la variabilité interannuelle. Concernant les autres variables du modèle, on s'est simplement aperçu que la mixité, le fait de passer de l'AOC à une IGP, a tendance à diminuer le rendement moyen dans le temps, et que la stabilité interannuelle des précipitations va également augmenter le rendement moyen. Je vais maintenant vous faire une synthèse de ces résultats et essayer de remettre un peu ces résultats dans le contexte en les discutant. Alors, tout d'abord, mes résultats ont montré qu'une pluralité de valeurs associées au cépage soutient leur diversité. On a notamment montré l'importance des valeurs relationnelles et des valeurs liées à l'attachement au lieu. Ces motivations sont très peu prises dans les politiques internationales comme les objectifs de développement durable, alors que les études ont également montré que ces pratiques pouvaient soutenir la durabilité des systèmes agricoles et également concilier les pratiques agricoles aux politiques qui sont égales aux réalités locales, je veux dire, et c'est notamment un des piliers également de l'agroécologie. Nous avons également montré que ces valeurs relationnelles sous-tendent le choix des cépages locaux, qui sont importants à double titre, tout simplement parce que ces cépages, du coup, vont faire partie, d'après les enquêtes de Gaillac, à des pratiques agricoles qui vont être chargées de sens et vont contribuer à leur qualité de vie, mais peuvent également être un atout face au changement climatique, puisque ces cépages, dans bon nombre de régions viticoles, ont notamment été abandonnés il y a 50 ans, car ils étaient moins alcoologènes que les autres. Actuellement, de nombreuses régions viticoles, notamment dans le Médoc ou dans la vallée du Rhône, commencent à réintroduire dans leur cahier des charges des cépages locaux. Cependant, ces résultats ont également des limites.
On a, à travers les entretiens, donc sur les 35 personnes, on a surreprésenté les vignerons en agriculture biologique face à leur proportion de 17% à l'échelle du vignoble. J'ai fait le choix de faire ça tout simplement parce qu'au début des entretiens, les motivations avaient tendance à saturer assez rapidement avec les vignerons conventionnels et les vignerons coopérateurs, mais également pour essayer de voir un petit peu dans le futur où l'agriculture biologique est en plein boom. Il y a une réelle dynamique à l'échelle du vignoble sur l'agriculture biologique. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de documenter leurs motivations, qui sont actuellement peut-être majoritaires en termes de proportion dans le vignoble, mais qui pourraient peut-être devenir majoritaires d'ici les 20 ou les 30 prochaines années. En dépit de ce que l'arbre montrait, avec des catégories qui sont très closes, les motivations et plus largement les valeurs ne sont pas exclusives et sont entremêlées et coexistent. Par exemple, un cépage local peut être cultivé d'abord pour avoir un débouché économique parce que ça permet de différencier son offre des autres personnes, mais le cépage local est également un élément indissociable du paysage viticole et c'est quelque chose aussi qu'il faut préserver en soi parce que c'est quelque chose qui peut être très rare à l'échelle mondiale. Les entretiens ont également montré que choisir un cépage nécessite des compromis puisque tous les cépages ont à la fois des qualités et des défauts. Par exemple, on peut vouloir cultiver un cépage local tout simplement pour des questions identitaires, mais ce cépage peut avoir des difficultés commerciales. Et donc, les vignerons vont avoir deux moyens de limiter ces compromis. Ils peuvent tout d'abord cultiver un cépage, mais sur de toutes petites surfaces, ou ils peuvent également choisir de cultiver une diversité de cépages. Enfin, l'arbre des motivations que je vous ai présenté de loin, on aurait bien aimé le faire valider entre guillemets par les vignerons, enfin en tout cas avoir un retour de leur part sur cette classification afin de voir un petit peu leur point de vue et ce qu'ils en pensaient. Cependant, cela n'a pas pu être fait à cause des confinements successifs en 2021 à cause du Covid-19, mais on a bon espoir de pouvoir quand même réaliser cela lors de la restitution des résultats qui aura lieu, restitution des résultats aux vignerons qui aura lieu en 2023, cette année. Les résultats ont également montré qu'une diversité des cépages pourrait stabiliser le rendement dans le temps. Donc, ma thèse a également contribué à mieux comprendre du coup les liens entre la diversité et la stabilité dans les systèmes agricoles, puisque ces relations, du coup, le lien entre diversité, stabilité et la résilience, comptent actuellement pour moins de 1% de toutes les études sur l'agrobiodiversité. Cependant, l'effet stabilisateur de la diversité est un sous-produit de la diversité cultivée, dans le sens où les cépages ne sont pas cultivés individuellement pour arriver à ce résultat. Les entretiens ont également montré des compromis avec les enjeux économiques dans le vignoble de Gaillac, puisque cette diversité des cépages, même si elle permet de partager les risques de production d'une année sur l'autre et pourrait permettre d'atténuer la volatilité du marché, cela rend le vignoble difficilement reconnaissable par les consommateurs, puisque dans les systèmes viticoles, les régions viticoles sont souvent associées à un cépage comme le Chardonnay en Bourgogne, comme le Bordeaux, comme le Merlot à Bordeaux ou encore le Malbec à Cahors. La robustesse de ces résultats comprend quand même quelques limites, où notamment on n'a pas été en mesure de pouvoir tester la fertilisation, l'irrigation ou les traitements phytosanitaires, où certaines études ont montré que ces variables pouvaient avoir un effet stabilisateur sur le rendement agricole, et on n'a pas tenu compte non plus de la répartition spatiale des parcelles dans le paysage, où le fait d'avoir un parcellaire qui va être éclaté dans le paysage pourrait également avoir un effet stabilisateur, puisque toutes les parcelles ne vont pas être impactées en même temps ou de la même intensité par les événements climatiques extrêmes. Par exemple, il va pouvoir geler dans la plaine et pas geler dans les coteaux. Donc quelqu'un qui aura des parcelles à la fois en plaine et dans les coteaux pourrait quand même avoir un rendement stable dans le temps. En conclusion, cette thèse a utilisé une approche interdisciplinaire et cela a permis d'être assez créatif à la fois dans les questions de recherche et dans les méthodes utilisées pendant la thèse. L'analyse mixte entre le qualitatif et le quantitatif que j'ai utilisé a permis d'être très complémentaire, où les deux méthodes se sont enrichies l'une l'autre et ont été extrêmement complémentaires. Et enfin, en termes de perspective, il serait nécessaire de réaliser des études comparatives dans d'autres contextes socio-culturels, notamment sur le choix des cépages, où une question qui serait intéressante, c'est de demander est-ce qu'une faible diversité de cépages pourrait également être soutenue par une forte diversité de valeurs et de motivations. Il serait également nécessaire de poursuivre le travail sur l'effet stabilisateur sur la diversité,
dans d'autres contextes, également pas forcément qu'à Gaillac, et également à d'autres échelles spatiales, pas seulement à l'échelle d'exploitation, mais également à l'échelle des communes, à l'échelle des régions viticoles, ou carrément à l'échelle des pays, et aller beaucoup plus loin dans la compréhension des mécanismes qui peuvent induire un effet stabilisateur de la diversité. Voilà. Je suis désolé pour les remerciements, je vais les lire. En écrivant ces remerciements, je me suis rendu compte dans la mesure dans laquelle une thèse, tout comme une bouteille de vin, n'était pas le fruit d'une seule personne. À l'image des personnes de l'ombre qui sont peu créditées lorsqu'on boit du vin, comme le pépinériste qui a greffé la vigne, les ouvriers viticoles ou les soutiens ponctuels qui chaque année taillent la vigne, ébourgeonnent, relèvent les fils, effeuillent, vendangent ou goûtent des vins, l'heure est venue de remercier l'ensemble des personnes qui m'ont encouragé à poursuivre en thèse, qui ont greffé de nouvelles idées à cette thèse, ou alors rendu possible la conduite du terrain, ou plus largement, qui m'ont soutenu et écouté, surtout lorsque je me plaignais. Alors, je suis désolé, je ne suis pas très photo, donc ne m'en voulez pas s'il n'y en a pas assez, et, ou si tout simplement je vous affiche, et j'espère n'oublier pas trop de personnes. Je souhaiterais tout d'abord commencer par remercier les membres du jury qui ont accepté de relire ce travail de thèse, et notamment Madame Irène Texidor-Teneux qui a accepté au dernier moment, vendredi dernier. Évidemment, il n'y aurait pas de thèse sans directrice. J'ai eu la chance d'en avoir deux, donc tantôt bad cop, tantôt good cop, mais tantôt aussi seconde famille. Lorsque vous m'avez si gentiment recueilli chacune votre tour les 24 et 25 décembre à Noël, alors que j'écrivais ma thèse loin de ma propre famille. J'ose penser que ce n'était pas seulement pour ouvrir les huîtres. Sophie, en parapluie, dont l'humanité m'a profondément marqué, et Delphine, dont la force de caractère et la ténacité m'ont tué inspiré. Ensemble, vous avez formé un excellent binôme pour encadrer cette thèse, et sans faire de jeu de mots mal placés avec l'hypothèse diversité-stabilité, vous avez été très complémentaires. Dans l'encadrement officieux de la thèse, je remercie également Finn Kachberg, qui est un spécialiste du figuier et qui m'a encadré pendant une bonne période de temps, en acceptant d'être directeur de ma thèse pendant une bonne période de temps. J'ai toujours apprécié ton implication, Finn, dans ma thèse, que ce soit en m'expliquant tout un tas de choses sur la vigne, mais en me demandant de vérifier quand même parce que tu n'étais pas vraiment sûr, ou alors pendant le premier confinement en 2020, quand tu t'es vraiment battu pour que je puisse retourner au plus vite sur le terrain. Et puis également Mélanie Roy, sans qui Gaillac n'aurait probablement jamais été un site d'études pour cette thèse et pour le choix des cépages, sans qui je n'aurais pas eu de logement à Gaillac, sans qui je n'aurais pas rencontré autant de personnes formidables à Gaillac, et sans qui j'aurais également perdu des données pendant le Covid, et sans qui j'aurais également raté plein de paysages en Argentine. J'en profite également pour remercier l'ensemble des autres membres du comité de thèse, Elena Cazacou, Aurélie Mété, M. Thierry Lacombe, Bernard Godel, et dont l'implication dans cette thèse a souvent dépassé les simples créneaux d'une réunion obligatoire tenue une fois par an. Pour rester dans les couloirs du CEF, je souhaite remercier l'ensemble des chercheurs du département pour toutes ces petites choses du quotidien et plus largement tous ces moments de vie, notamment Jean-Michel, qui est toujours à l'écoute des étudiants, c'est de la droite, par à gauche, pour vous, et à Ildise pour tous ces moments de soutien et d'écoute, surtout pendant le confinement. Évidemment... Non, si, on est bon en fait. Évidemment, je n'oublie pas l'ensemble des stagiaires comme Lisa et Antoine Joseph et les doctorants, qu'ils soient d'autres équipes comme Yann. Oui, Yann, la photo de prêle, c'est pour toi. Louise, Aurélien, Soumaya, Arnaud, Léo, Taina, Tatiana et Marie-Charlotte et bien d'autres encore qui m'ont sans cesse rappelé qu'il n'y avait pas que la vigne sur Terre, que les vacances, c'est important et que la recherche, c'est OK, c'est des articles scientifiques, mais c'est avant tout des relations sociales. J'espère pouvoir vous aider dans votre thèse autant que vous m'avez aidé, sauf peut-être pour Marie-Charlotte parce qu'elle est déjà docteur. Et bien sûr, je n'oublie pas les doctorants de notre équipe, IAB, Jonathan ici, Marie-Lou et plus récemment le petit Nicolas. Merci pour tous ces moments de vie, de discussion et d'entraide, mais surtout pour votre écoute et votre patience, surtout quand je râlais à longueur de journée sur tout un tas de sujets. Si l'entourage pendant la thèse est très important, il a été encore plus important parce que c'était vous tout simplement. J'aurais même probablement sauté beaucoup de repas si Marie-Lou ne m'avait pas crié dessus pour lâcher la thèse et aller manger. Cette thèse, il faut le savoir, est également un peu la vôtre aussi. Un énorme merci, alors vous l'avez déjà vu tout à l'heure, mais un énorme merci aux deux Canadiens qui m'ont accueilli, qui ont été accueillis dans cette équipe
pendant que je réalisais ma thèse, Scott Prudham à votre gauche et Ken McDonald à droite, qui, au-delà d'une amélioration significative de mon niveau d'anglais, l'ensemble de nos discussions, à la fois à la cantine, au CEF, dans les vignes ou au drapeau rouge, m'ont vraiment aidé à comprendre à la fois l'ethnographie, la viticulture, mais aussi de ce que pourrait être un bon vin rouge. Dans un laboratoire de recherche, il n'y a pas que des chercheurs et des étudiants. Il y a également des techniciens et des techniciennes et du personnel administratif et qui, sans eux, il n'y aurait tout simplement pas de recherche. Merci beaucoup à Annick Lucas, qui est en plus venue, de m'avoir accompagné pour installer les stations météo, mais aussi pour les enlever, et de m'avoir aidé à compter et à peser des grappes de raisin, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il vente, et surtout quand je me plaignais vraiment tout le temps. Dans la même veine, merci également à Virginie Ponce de m'avoir aidé pour les vendanges et à Hugo Pradalier de Toulouse d'avoir accepté de me remplacer pour la 3e année de récolte. Merci également à tous nos gestionnaires, notamment Natacha, Sandra, Odile, Asma, Elodie, Mélanie et Kevin, pour leur efficacité et leur compréhension dans l'établissement des ordres de mission, notamment pendant le Covid, et au service informatique, Johan, Lou et Loïc. Merci également à Laurent de la Cafette pour tous les cafés, toujours servis dans la bonne humeur. Je souhaite également remercier l'ensemble des chercheurs qui ne sont pas du CEF, notamment Aline Barneau à Diade, Mathieu Thomas, Christian Leclerc du CIRAD, Vanessa Labéry, Julien Blanco et Frédéric Jankowski de Sens, qui ont beaucoup contribué à me construire en tant que scientifique, que ce soit à travers les cours que j'ai reçus à la fac, pendant les stages que j'ai réalisés en master, mais également pendant toutes les discussions qu'on a pu avoir ces 4 dernières années. Merci également à Olivier Llobrega, de l'Institut français de la vigne et du vin, de m'avoir aidé à comprendre quelque chose à l'encépagement de Gaillac, et à Priscia Olivia pour tout son investissement pendant les vendanges, ainsi qu'à l'ensemble du groupe de recherche MIRES sur l'analyse des réseaux sociaux, et plus particulièrement à Pierre Barbillon et à Sophie Donnet, pour leurs aides dans les analyses statistiques. Enfin, il n'y aurait pas de thèse sans les habitants du vignoble de Gaillac. D'abord, ces vignerons, ces viticulteurs, les 2 caves coopératives, les personnels des caves coopératives de Vinovalie, mais également de la Vinovalie et la Bastide, mais aussi la Maison des Vins. C'est impossible pour moi de prendre le temps de tous vous remercier comme vous le mériterez chacun votre tour, mais il faut savoir que je vous dois absolument tout, car en arrivant là-bas, je ne connaissais vraiment pas grand-chose à la vigne, et vous m'avez véritablement tout appris. Vous avez pris du temps pour m'expliquer le b.a.-ba de la viticulture et surtout la vôtre. Certains d'entre vous, alors vous m'avez fait visiter à la fois vos vignes, vos chais, vos vins ou votre cuisine, et certains d'entre vous ont même dû réaliser des manœuvres de l'autre monde en tracteur pour ne pas dégommer les stations météo, sortir la pelleteuse pour creuser les fosses, ou encore sortir ma voiture quand j'étais dans le fossé. Si cette thèse a pu aboutir, c'est avant tout grâce à votre implication et à votre patience, que ce soit en vous rendant disponible pour les entretiens, en acceptant à la fois les stations météo et ou les pesées de rendement, et encore en acceptant de répondre à des questions qui paraissent si évidentes. Gaillac ne serait rien non plus sans ses habitants, qu'ils bossent dans la vigne sans en être propriétaires, comme de nombreuses ouvrières viticoles. Je pense notamment à Lucie, qui a littéralement accepté d'être un crash test pour tester l'ensemble des entretiens de cette thèse et pendant plusieurs heures. Et à ceux qui ne bossent pas dans la vigne, bon nombre d'entre vous sont maintenant des amis, et je sais que vous auriez aussi aimé venir ici, mais s'il y a une chose à retenir de Gaillac, c'est qu'à Gaillac, on n'est jamais seul. J'aimerais remercier Alex et Meryl d'avoir accepté de me loger plusieurs fois, même vraiment beaucoup de fois, et également pour toutes les invitations à manger. À Rémi d'avoir toujours été là et d'avoir accepté de congeler du raisin sans en faire de la confiture, et aussi pour toutes les invitations à manger. À Maxime, Marion et Johan également pour toutes les invitations à manger. On est invité pas mal de fois à Gaillac à manger. À Sylvain, mon coloc, qui pendant 4 mois m'a soutenu quand je réalisais du terrain et qui m'a offert un joli couteau à beurre qui finalement coupe très bien parce que c'est un Opinel. À Tucker et Wilfried, également pour le logement et les invitations à manger. Et à Anaïs et Dorian pour la joie de vivre et encore pour les invitations à manger et pour le logement. Et bien d'autres encore, notamment Maxime et Chloé, qui sont là tout au fond, qui sont des copains maintenant de longue date et qui travaillent actuellement dans des vignes en Pic-Saint-Loup. Ils m'ont notamment permis de me rendre compte pendant 3 ans que Gaillac n'était pas le seul vignoble du monde. À mes parents et à mon frère, bien sûr, qui m'ont toujours soutenu pendant ces années d'études et ont pardonné les absences, que ce soit à cause du terrain ou à cause de l'écriture de la thèse, même quand il a fallu déménager toute la maison. Et enfin, merci à Océane aussi pour sa patience et son implication à mes côtés ces 7 dernières années, qui a vécu à travers moi toutes les montagnes russes de la thèse sans jamais me laisser tomber et qui ne peut pas être présente aujourd'hui car elle fait son propre terrain de thèse.
Et pour finir, j'aimerais également remercier les Brestois dont le fil de la vie s'est coupé beaucoup trop tôt et qui ont fortement contribué à me donner le goût de la recherche et du milieu académique. Je pense à Sylvain Broussard, qui est décédé en 2018, et à Mathieu Gallo, qui est décédé en décembre 2022. Voilà.